Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast Parcours de solo. Je m'appelle Marion et je suis l'heureuse maman d'une petite fille que j'ai conçue en solo via PMA au Danemark en 2020. Parcours de solo, c'est des histoires de personnes qui, comme moi, ont fait le choix d'avoir un ou plusieurs enfants en solo. Depuis des décennies, des personnes, et notamment des femmes, contournent les lois et traversent des frontières pour accéder à leur désir de parentalité. Aujourd'hui, j'ai eu envie de donner la parole à ces personnes, qu'elles vous racontent leur histoire, ce qui les a amenées sur cette voie et comment elles s'épanouissent dans ce modèle. Il y a 1000 raisons différentes qui peuvent mener à la soloparentalité, 1000 façons de vivre les choses et donc 1000 histoires à raconter. Parce que parler de nos parcours et faire connaître nos familles, c'est les rendre légitimes et les normaliser aux yeux de la société. Alors ouvrez grand votre cœur et vos oreilles. Bonne écoute! Bonjour à toutes et à tous. Alors déjà, je voulais vous dire que j'étais vraiment désolée de ne pas avoir publié cet épisode plus tôt. J'avoue, c'était pas très cool de ma part de sortir une première partie d'épisode et de vous faire attendre autant pour la suite. Je me suis littéralement laissée aspirer par cette rentrée hyper intense sur tous les plans. Enfin, j'en tire une leçon. Quand je sors un épisode en plusieurs parties, je m'assure que les 2 épisodes sont prêts pour sortir le premier. Maintenant que ça c'est dit, je vous ai laissé la dernière fois avec le récit de Jade qui nous racontait son parcours PMA et sa grossesse jusqu'au drame, la perte de son fils Samuel à presque 8 mois de grossesse. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous retrouvons donc Jade pour la suite de son histoire, la rencontre avec Samuel pour commencer, puis le deuil, la reconstruction et enfin la grossesse arc-en-ciel. Je ne vais pas faire de suspense plus longtemps, l'épisode a été enregistré il y a plus de 6 mois. Jade était quasiment au terme de sa grossesse et elle est aujourd'hui maman pour la 2e fois. Vous aurez de ses nouvelles très vite. Sur ce, je vous souhaite une très bonne écoute. Et là, le temps s'arrête et donc elle envoie quelqu'un récupérer Samuel pour me le présenter dans une magnifique couverture. Et je rencontre mon bébé pour la première fois. Et c'est ce moment-là, c'est à la fois le plus beau de ma vie parce qu'on pose les yeux sur la prunelle de ses yeux. Et c'est aussi le plus douloureux parce qu'on sait que on n'aura pas d'autre moment en fait. C'est hyper compliqué parce qu'en plus, voilà, enfin, il est né viable. Je me dis, j'aurais pu avoir une césarienne plus tôt. Ok, il aurait été en néonate, mais on refait pas le monde et il y avait rien à faire, quoi. J'observe mon bébé. Mon père nous prend en photo à ce moment-là. Je le vois pas forcément, mais spontanément, les mots sortent. Je lui dis que je l'aime, que je suis désolée. Parce que là, je culpabilise. Je suis une maman et c'est à moi de le protéger. Mon corps aurait dû faire qu'il arrive à terme sans encombre. Même si la gynéco m'a déculpabilisé avant, ouais, je me sens coupable de me dire j'ai pas été à la hauteur. Mais voilà, je lui parle et comme je dis, c'est douloureux parce que c'est magnifique parce qu'on pose les yeux sur son enfant et en même temps, il n'y a pas de répondant. On a un petit corps entre les bras, il bouge pas, il respire pas. Très vite, il refroidit. Et puis, ben voilà, on vient me le reprendre parce qu'on va m'installer en chambre. Mais ce qu'il y a de top avec cette clinique et le personnel médical, c'est que elle me dit de toute façon, vous pourrez le voir. Enfin, tout le temps de votre séjour à la clinique, vous pourrez le voir. Il vous suffit de demander, on vous emmènera votre fils et quand vous serez apte, vous pourrez aller le voir. Donc, du coup, ça me rassure. J'écoute la suite attentivement. Donc là, la grosse crainte, c'est vous avez fait une hémorragie interne sans qu'on sache pourquoi. La gynéco me dit, moi, j'exclus très rapidement la prééclampsie parce qu'il n'y a pas de raison. Et ce qui m'inquiète le plus, c'est le trouble de la coagulation. Donc, on va vous mettre sous surveillance au départ 72 heures. Mais par contre, ça veut dire quasiment pas d'antidouleur, quoi. Puis ça me dit, voilà, on a dû vous ouvrir de part en part parce que on n'a pas fait la petite cicatrice de la césarienne habituelle. Comme l'hématome était en un seul bloc, on a voulu le sortir, donc on a pris plus large que les 15 centimètres. Et donc, comme vos analyses sont tout de suite revenues normales, il y a un problème, quoi. Il y a forcément quelque chose. Donc, d'ailleurs, on vous place je sais plus, dans un autre service et du coup, on va vous surveiller 72 heures, quoi. Tout ça, c'est un peu nébuleux. Je me rends pas trop compte. Et on m'emmène dans une chambre. Donc, je suis dans une chambre où, heureusement, on a expliqué au personnel médical ce qui m'était arrivé parce que, je passe mon temps à pleurer
Je dors pas, il y a la douleur psychologique qui est là, la douleur physique aussi, parce que on peut rien me donner pour me soulager. Et je vois que les infirmières, elles sont vraiment mais désolées pour moi, quoi. Je souffre le martyre à tout niveau, quoi. Et on peut rien faire. Et au bout de 48 heures, mes analyses reviennent bonnes. Et là, la gynéco prend la décision, elle dit, bon, on va arrêter, on va pas aller jusqu'à 72 heures parce qu'on n'a pas de réponse. On a fait passer vos analyses en priorité au laboratoire, à la BAT, enfin, service anatomopathologique, hein, pour pousser un peu plus les choses, mais il y a rien. Donc, du coup, elle me dit, soit on vous laisse en soins de suite, soit vous pouvez retourner à la maternité, finir votre séjour. Donc, du coup, je prends le choix de retourner à la maternité. Et la clinique est bien faite parce que pour les personnes comme moi, certes, on est au niveau de la maternité au même étage, mais on a des chambres un peu à part. Donc c'est vrai que j'entends très rarement les bébés pleurer et en même temps, le personnel de la maternité est plus sensibilisé à ce qui m'arrive que l'autre service. Oui, parce que Donc c'est rare, mais ça reste des choses qui qui arrive arrivent de malheureusement temps dans en une temps. Donc, maternité. Voilà, exactement. mm. En tout, je serais restée quasiment, je suis restée 6 jours avec une excellente prise en charge. La cadre sage-femme qui fait le relais pour moi, Samuel, l'aumônerie. Ouais, T'as l'équipe demandé de à revoir Samuel, du coup? tous les jours, parfois 2 fois par jour, tant que je pouvais pas me lever parce que du coup, une fois que j'ai passé les 48 heures, là, du coup, j'ai droit à des antidouleurs, à de la morphine. Donc, autant dire que le troisième jour, je suis shootée comme c'est pas permis. Comme mon père dit, ça me permettra de me reposer aussi parce que j'ai pas arrêté de pleurer. À l'époque, Covid, on n'admet personne. Le service fait une exception pour moi parce qu'ils autorisent mes parents à venir me voir. Donc, j'ai droit à 2 visiteurs. Du coup, mes parents se relaient. J'ai droit de voir Samuel tous les jours. Et comme je peux pas me déplacer, on m'emmène Samuel. Dès que je demande, on me l'emmène, on me laisse le temps dont j'ai besoin avec lui. Ça me permet de parler avec lui, de lui dire au revoir. J'assimile petit à petit que qu'on n'y pouvait rien, quoi. Que c'était comme ça, qu'il était destiné à faire un tour éclair dans nos vies, qu'il était très attendu par la famille. Ce n'est que le 6e jour, enfin ouais, l'après-midi du 5e jour où j'arrive enfin à me lever. Et là, donc, on m'emmène voir Samuel cette fois-ci. On me dit, voilà, il va falloir remarcher. Alors, d'habitude, pour une césarienne, enfin, les femmes remarchent plus vite, mais dans mon cas, c'était pas possible. Donc, du coup, c'est que le 5e jour qu'on me met debout. Je peux prendre une vraie douche. Petit à petit, ça revient. Les analyses arrivent au compte-gouttes. Et le 5e jour, la gynéco vient me voir. Donc, elles sont 2 gynécos. Et donc, elle me confirme que pour elle, c'est pas une prééclampsie. Toutes les analyses sont bonnes. Le laboratoire comprend pas. Qu'ils ont discuté au niveau du staff et qu'ils comprennent pas non plus ce qui s'est passé. Et que du coup, comme ils sont une maternité niveau 2 et que ce qui m'est arrivé est assez grave, ils passent le relais au CHU. Maternité niveau 3 en me disant, de un, ce serait bien qu'on trouve une explication, même si préparez-vous à ne pas en avoir une. Et de 2, en cas de prochaine grossesse, ce serait bien de savoir si on peut faire quelque chose. Donc, elle me dit, je vais vous adresser à tel médecin qui fait partie d'une commission pluridisciplinaire du CHU, donc avec plusieurs médecins de différentes spécialités. Et peut-être que cette commission, qui a davantage l'habitude, trouvera des réponses ou établira un protocole pour la prochaine grossesse. Elle me dit que voilà, au stade où j'en suis, donc elle me réexplique les choses, me dit que voilà, de toute façon, il n'y avait rien à faire. Samuel n'a pas souffert, que voilà, au stade où j'en suis, certes, je suis très fatiguée, qu'on a frôlé quand même la transfusion sanguine aussi, mais que la convalescence va être très longue parce que j'ai perdu plus d'1 litre de sang et que comme j'ai pas été transfusée, et que je suis anémiée de nature, ça va prendre du temps. Le lendemain, donc on vient m'ôter les agrafes et je sors, donc c'est une de mes sœurs et mon beau-frère qui viennent me chercher. Et là encore, c'est difficile parce que contrairement aux autres mamans, on quitte la maternité sans son bébé, quoi. Et c'est pas on quitte parce que il a été transféré dans un autre hôpital et que j'aurai l'occasion de le revoir. Non, c'est que je laisse aussi le corps de Samuel derrière moi. Il y a ce côté où voilà, le drame est arrivé là, donc on a envie de s'échapper, et un autre où on se dit oui, c'est là que je vais laisser mon bébé. Je le reverrai sûrement plus jamais. Et je rentre, voilà, j'ai pas l'impression d'être maman, quoi. D'un côté, si, parce que j'ai un magnifique garçon, Mm. et d'un autre, il n'est pas avec moi, quoi. Je rentre chez moi, et là, je me dis, voilà, j'ai une famille formidable parce que
Ils ont enlevé toutes les traces, les meubles qui étaient arrivés la veille, le pot de dos qui était monté, enfin les livres de grossesse, tout a disparu. Tu leur avais Et demandé ou ils ont fait ça spontanément? non, ils ont fait ça spontanément. Et ils ont eu raison parce que j'avais pas besoin de me rappeler que j'étais Ouais. plus enceinte. Enfin, je rentre, beaucoup de membres de ma famille m'attendent. Beaucoup de gens ont fait le trajet de toute la France quasiment. Alors nous, chez nous, on est croyants, pratiquants, on est catholiques. Donc, on prie beaucoup. Ma foi m'a énormément aidée. Et le soir, tout le monde s'en va. Et là, je rentre dans ma chambre et je m'effondre encore. Et je m'effondre dans les bras de mon père. Mon père et moi, on a une relation assez compliquée. On n'est pas très proches. Mais là, je sais qu'il m'a sauvé la vie. Pour lui, ça a été très dur aussi. Non seulement, plus tard, il me l'a dit, le fait de perdre, de perdre son petit-fils, d'avoir failli perdre sa fille et de me trouver aussi dans une position vulnérable parce que dans la famille, je suis toujours celle sur qui on compte. La femme forte qui flanche jamais, même quand c'est compliqué. Et là, de me voir dans cet état-là, à pleurer toutes les larmes de mon corps, à un moment donné, on pleure ensemble, quoi. Pour ma mère, c'est super dur aussi, parce que je suis son bébé, forcément, on a beau avoir plus de 30 ans, ça ne change pas. Et au bout de 2 jours, par exemple, me disent, on quitte l'appartement, viens d'installer à la maison pour ta convalescence, quoi. Donc, je vais chez mes parents à Laval, en Mayenne. Ils me chouchoutent, mais vraiment, la famille appelle, se déplace. Ça me permet, moi, de me concentrer uniquement sur ma convalescence et aussi sur la cérémonie religieuse pour les obsèques de Samuel. Alors, j'avais décidé qu'il n'y aurait pas d'enterrement, dans le sens que j'ai décidé de laisser le corps à l'hôpital pour une crémation. Mais par contre, j'ai échangé avec l'aumônerie de l'hôpital où je tenais à avoir une cérémonie religieuse et je tenais aussi à ce qu'il y en ait une dans la paroisse que je fréquente. À distance, j'ai pu organiser cette cérémonie et 10 jours après a lieu la cérémonie religieuse et avec l'aumônière, j'ai pu rédiger un texte, choisir les bons textes que je voulais qu'ils soient lus et j'ai pu diffuser le déroulé à toute ma famille et le jour J à l'heure prévue, on était tous ensemble quoi. Donc ça aussi, ça aide. Je vais chez mes parents, je reste quand même une bonne semaine, plus d'une semaine. Et puis, à un moment donné, je décide de repartir dans mon appartement parce que je me dis, faut bien que je reprenne possession des lieux. La convalescence physique est hyper compliquée, mais vraiment compliquée. Je récupère pas comme je voudrais. Pour moi qui suis sportive, jamais malade, toujours dans le contrôle, là, je contrôle plus rien. Enfin, j'ai besoin d'aide quasiment pour tout. Ça ajoute au travail de deuil. Mais je dis à ma mère, mon père a dû repartir au Congo, et je dis à ma mère, j'ai besoin de retourner chez moi. Là, au stade où j'en suis, c'était bien chez les parents, mais quelques jours de plus, j'aurais l'impression de fuir, et là, j'aurais vraiment du mal à repasser le cap et à rentrer chez moi. Ouais. Au bout de 15 jours, je lui dis, il faut que je retourne, parce que je me connais assez. Si je le fais pas maintenant, ça va être compliqué. Et ma mère me dit, OK, on y va. Donc, autant dire que la fois où je reviens, ça me fait bizarre de retrouver mon appartement. Mais je reprends un peu possession des lieux. On reste pas longtemps, hein. Finalement, je crois qu'on reste 4 jours. Et ensuite, on retourne chez mes parents. Et on fait des allers-retours comme ça. Ok. Pour que, petit à petit, je me réapproprie les lieux. Convalescence, quand ça avance, ça va un peu mieux. Je récupère ma chienne parce qu'entre-temps, ma famille s'était occupée d'elle. J'essaie de retrouver un rythme de vie. Une vie normale, ça, c'est pas possible. Mais un rythme de vie. On arrive très rapidement à mi-janvier. Et là, j'ai mon congé maternité intégralement. Hein, et avec mon entreprise, j'ai un congé qui est quand même plus long que le congé légal. Donc, du coup, ma mère me dit, mais qu'est-ce que tu veux faire? Faire des allers-retours, on n'avance pas. Et ma mère me propose, elle me dit, ce que je te propose, c'est que moi, je vais rentrer à Brazzaville, parce qu'elle avait prévu de rentrer à Brazzaville, et viens avec moi. Ça va te changer les idées, quoi. Et là, je me dis, OK, banco, on prend un billet. 2 choses. La première des choses, c'est que le voyage est très difficile pour moi. Parce que pendant mon congé maternité, j'avais prévu d'aller le passer avec mon fils, avec Samuel, une partie de mon congé maternité à Brazzaville. Donc, en fait, dans ma tête, je me dis, mais la prochaine fois que tu vas au Congo, que tu fais le trajet, l'avion et tout ça, tu auras ton fils dans les bras. Donc là, je fais le trajet toute seule, avec ma mère, sans le bébé. Donc, c'est pas évident. Les larmes montent de temps en temps.
Ma mère est très patiente avec moi et elle me laisse vraiment accueillir mes émotions. Et la deuxième chose, c'est que dans la famille, on a connu des malheurs par série. Et 5 jours avant que je perde Samuel, j'ai une belle-sœur qui, elle aussi, a perdu sa fille. On avait 2 mois d'écart dans nos grossesses. Eux, ils ont dû subir une interruption médicale de grossesse. Et que pour se changer les idées, sans qu'on se soit concerté, on se retrouve toutes les deux à Brazzaville, avec notre deuil et du coup, quelqu'un à qui parler, quelqu'un qui comprend, même si on n'a pas vécu la même chose de la même façon. Mais on se retrouve dans nos douleurs, dans notre peine. Et du coup, je passe 3 semaines au Congo. Pour une des rares fois, mon père prend du temps. On va visiter, ce qu'on fait quasiment jamais parce qu'on va voir la famille. Mais voilà, on prend le temps et je revis. Mais vraiment, je reprends des forces. Je me ressource aussi auprès de cette famille et je commence à envisager la suite, quoi. On va dire, je vais rentrer cette fois-ci toute seule parce que ma mère reste. Est-ce que je me vois rester à la maison, à rien faire toute la journée? Et je prends la décision d'écourter mon congé maternité et de me dire, je m'arrête au congé légal, donc je reprends mi-mars. Donc à distance, je fais les papiers, j'informe mon employeur. Il y a aussi beaucoup de démarches quand un enfant décède à ce stade. Voilà, c'est quand même beaucoup de paperasse, donc voilà, pas mal de choses aussi. Donc je rentre, j'essaye de m'organiser et en même temps, à ce moment-là, quand je rentre, j'ai plein de courriers, ça y est, du CHU qui a mis en place la commission. Et donc, j'entame aussi tous les examens. Et je prends contact donc avec mon employeur en lui disant que j'ai courte. Il me confirme que c'est OK. Par contre, je lui dis que je me sens pas prête à revenir à temps plein. Et que comme j'ai une tonne de congés à solder, voilà, je reprends 4 jours par semaine, quoi, et qu'il me laisse les vendredis. Et ça me va bien puisque du coup, j'entame les séances de kiné pour la rééducation. Et au CHU, au final, il me convoque quand même beaucoup de vendredis. Donc, je reviens au boulot mi-mars. Le premier trajet domicile-travail, je suis en larmes, même si c'est ma décision. C'est là où on s'aperçoit que le monde a continué de tourner, en fait. C'est une grosse claque, même si, pendant ma convalescence, j'ai eu plein de messages de collègues, de mon équipe, de ma hiérarchie. Ils ont été adorables. Le monde a continué de tourner. Et c'est une grosse claque de s'en rendre compte, en fait. Beau dans ma langue, je me dis un jour après l'autre. Et petit à petit, je retrouve les marques. Je me replonge dans le travail. En parallèle, tous les vendredis, j'ai des examens médicaux. Donc, du coup, j'entame un protocole d'examen au CHU. Je rencontre un médecin vasculaire qui me dit, bon, voilà, on a vu votre dossier. Il me dit ce qu'on m'a dit avant, que là, à vue d'œil, il n'y a pas de raison, mais qu'ils vont continuer les explorations et que, vu mon cas, ce qu'ils souhaitent, c'est, entre guillemets, m'enregistrer dans les statistiques au niveau national et au niveau mondial. Chaque médecin me donne des tonnes et des tonnes d'ordonnances, d'analyses à faire, médecin vasculaire, je vois un gynéco, je vois le service génétique à plusieurs reprises, hémato, cardiologue, parce que du coup, en plus, comme on creuse en génétique, on s'aperçoit que des problèmes cardiaques dans la famille, et finalement, c'est comme souvent à l'hôpital, on va pour un truc bien précis et on ressort, finalement, on découvre des pathologies dont j'avais pas connaissance, certaines qui sont latentes et puis d'autres qui sont bien présentes mais pas diagnostiquées, quoi. Donc là, on se dit, voilà, c'est encore compliqué, d'autres prises en charge. Donc le protocole de soins d'examen dure quasiment 6 mois. Commence au mois de mars et je la termine au mois d'août, quoi. Avec quasiment tous mes vendredis. Si je suis pas à l'hôpital, je suis au laboratoire. Entre-temps, j'ai la rééducation aussi pour la cicatrice, pour mon poignet, mon épaule. Donc ouais, le temps s'écoule comme ça. J'ai rythmé la semaine de boulot et à partir du vendredi, examens médicaux, faut courir à gauche, à droite. Et en même temps, chemine aussi l'idée d'une nouvelle grossesse parce que finalement, c'est ce que le médecin vasculaire m'annonce en me disant le plus important au final, c'est qu'on trouve un protocole pour la prochaine grossesse. Donc l'idée commence à cheminer, même si quand on perd un enfant, c'est compliqué parce que on a donné la mort et pas la vie et on a absolument envie de retomber enceinte pour donner la vie. On ne veut pas remplacer l'enfant qu'on a perdu. Beaucoup de gens le pensent, mais non. C'est simplement le fait qu'on se dit, on a donné la mort et en fait, alors qu'on s'apprêtait à donner la vie et on a besoin de ça. Et moi, comme j'ai eu une césarienne, en urgence, que c'est mon artère utérine qui a posé problème, utérus cicatriciel, on me dit très clairement,
Vous attendrez 1 an avant de recommencer, quoi. Donc là, on se dit, ouais, c'est la double peine, quoi. C'est la totale. Tu perds ton gamin, t'as un postpartum de merde sans enfant, et en plus, tu peux pas te relancer tout de suite, quoi. Et puis, plus on avance des examens, plus on te découvre des choses qui compliquent un peu la donne. Je prends les choses, j'essaie de les prendre une par une et de pas trop me poser de questions. J'arrive quasiment à l'été où là, il ne me reste que le cardiologue, les examens cardiaques, donc puis la totale, échographie, IRM, test d'effort, holter cardiaque pendant 48 heures où on est appareillé avec des électrodes de partout, la totale. Et au mois d'août, les médecins se réunissent en commission et donc ils prennent une décision et me la répercutent début septembre. Je suis convoquée par le médecin vasculaire. Il me dit voilà ce qu'il en est. On n'a pas d'explication à ce qui vous est arrivé avec Samuel, ni on a fait toutes les pistes. On a vraiment creusé partout, il n'y a pas d'explication. Par contre, ce qu'on sait, quand on regarde les statistiques, il y a un taux de récidive qui est hyper important. Donc, voilà, ça va recommencer. Ok. Là, tu te dis, bon, d'accord. Il te donne le taux de récidive ou pas? Bah, il me dit quasiment on est à plus de 50% me concernant. Il me dit, le problème, c'est que donc, à l'époque, mon prime part, certes, mais il me dit, vous êtes noir. Il me dit, demandez pas pourquoi, mais les statistiques au niveau mondial sont formelles. Quand vous avez eu un hématome rétroplacentaire sans cause, donc il m'explique que normalement, un hématome rétroplacentaire, quand ça arrive, c'est soit un problème d'hypertension, de prééclampsie, le syndrome de HELP, ou un problème, c'est ce qu'ils appellent l'antiphospholipidique qui est pas bon, mais voilà, il n'y a rien de tout ça. Et il y a un très faible pourcentage, 0,4% des hématomes rétroplacentaires, qui eux n'ont pas de cause. Mais il me dit, dans ces 0,4%, il y a quasiment 80%, c'est des femmes noires. Ok, une corrélation qui est là et... Voilà, mais statistiquement, c'est là, on ne sait pas l'expliquer, il n'y a rien de génétique, puisque les analyses ont été faites, on ne sait pas l'expliquer. Si c'est arrivé une première fois, c'est parce que voilà, vous étiez pris nulle part. Mais il dit, voilà, mis bout à bout, on a des facteurs qui nous font dire que le taux de récidive sera élevé. Mais comme on ne sait pas le prévenir, il me dit, la précaution et la préconisation qui est faite par la commission, c'est d'essayer de vous traiter comme si vous aviez fait une prééclampsie sévère et brutale. Alors, il me dit très clairement, c'est pas ce que vous avez fait pour Samuel, mais on sait qu'il y aura une autre hémorragie. Donc, ce qu'on va faire, c'est nous donner du temps. Et donc, on va vous donner des anticoagulants tout le long de la grossesse. Parce qu'au final, il me dit, pour Samuel, le seul truc qui aurait pu nous aider, c'est si vous aviez saigné, en fait, au niveau externe. Vous vous en seriez aperçu, vous auriez été à l'hôpital. Pour le long de la grossesse, il donne des préconisations sur donc à surveiller ma tension artérielle. Il me dit, on trouvera sûrement rien, mais mieux vaut prendre toutes les précautions. Arrêt prématuré à la fin du 2e trimestre. Donc, il donne plein d'indications comme ça. Et il me dit, bah, pour moi, là, malgré ça, j'ai pas de contre-indication à une nouvelle grossesse. Service génétique me confirme, me donne le même son de cloche en me disant, le seul truc qu'on surveillera, nous, au niveau génétique, c'est les problèmes cardiaques qu'il y a dans la famille, parce que, voilà, ils m'ont découvert un petit souci au niveau du cœur, donc, que le bébé peut avoir, donc on surveillera ça. Et au niveau gynéco, donc, celle qui m'a opéré à la clinique me dit, bah, finalement, pas besoin d'attendre 1 an. Cicatrisation, 9 mois, c'est bon. Mon gynéco de ville me dit, OK, 9 mois, ça a bien cicatrisé, suffisamment pour que même on puisse tenter un accouchement voix basse la prochaine fois. Donc j'arrive fin août, début septembre avec ça. Et j'envoie tout ça à la clinique, à Vitanova. Et la clinique qui, eux, voulait attendre 1 an, me dit, bah, finalement, on va suivre les préconisations des médecins français, donc vous nous contactez dès que vous êtes prête. Du coup, oui, tu les avais prévenus. Oui, parce que du coup, la question s'était posée aussi au niveau de la commission d'avoir des infos sur le donneur. Le service génétique a voulu creuser et c'est là où j'ai trouvé Vitanova extraordinaire parce que ils ne m'ont pas communiqué l'info sur le donneur. Mais par contre, ils se sont mis en relation avec la clinique et puis plus tard le CHU pour communiquer toutes les infos dont la commission avait besoin. Ils ont refait d'autres analyses, ils ont recontacté le donneur, mais ils ont vraiment fait le nécessaire parce que ben voilà, moi je voulais pas savoir, je voulais pas avoir d'informations, donc il devait rester anonyme me concernant. Mais par contre, jusqu'au mois d'avril, ils ont été en contact avec toute l'équipe médicale. Et donc ils me disent ben voilà, vous nous appelez quand vous êtes prête, ok. Et puis finalement, une semaine après, je les appelle en leur disant bon bah oui, je suis prête. Donc il vous reste 2 embryons et nous on le propose sur cycle naturel.
Ah, du coup, au départ, je suis un peu sceptique. Je me dis cycle naturel, bah voilà, avec syndrome des ovaires polykystiques, enfin tout ce que j'ai vécu, ça va être un peu compliqué. Et finalement, je me dis, bah je leur ai fait confiance une première fois. Mon gynéco me Mm. dit aussi, faites-leur confiance, ils savent ce qu'ils font, ok. Et donc quand je rappelle la clinique, en leur disant, bah ok sur cycle naturel, donc pas de traitement, il me dit, vous prenez Ouais, juste, je crois, Sovitrel pour déclencher. Et ouais. après, c'est bon. Et donc, elle dit, vous êtes à combien? Bah, je lui dis, là, je crois que je suis à J5 quand même de mon site. Elle regarde le planning et dit, oh, mais c'est bon, on peut vous prendre, hein, de toute façon, vu qu'il n'y a que le Vitrel pour déclencher, il n'y a pas de problème. Ah, ok, d'accord. Donc, vous m'attendez dans 15 jours, quoi. Ah oui, ok. Et finalement, j'ai eu une échographie pour s'assurer que bah, l'ovulation se passe bien et que l'endomètre est à la bonne taille. Et finalement, bah, pareil, moi qui n'y croyais pas, naturellement, voilà, l'endomètre s'épaissit comme il faut. Je T'avais eu ton préviens retour ma... de couche rapidement? Non, ça a mis un certain temps parce qu'en plus, comme la convalescence a été longue, j'ai dû le retrouver à peine sur le mois de mai, je crois, quelque chose comme ça. Donc, et puis en plus avec des cycles, c'était pas ça. Donc je me dis, oh là là, sur cycle naturel. Et je crois que ça faisait que il y avait eu au mois de juillet et au mois d'août où j'avais eu plus ou moins un cycle normal, quoi. Donc je me dis, bah sur cycle naturel, alors que voilà, je viens que de le retrouver maintenant, bon, c'est bizarre, mais ok. J'informe ma hiérarchie. J'ai dit, bah voilà, j'aurais besoin de 3 jours, hein, le temps de faire l'aller-retour. Ma chef, il dit, pas de problème, pas de problème. Et donc, quand c'est bon, ils me disent, ouais, voilà, on vous attend à telle date pour faire le transfert. Pareil, voilà, je fais l'aller-retour éclair et le transfert se passe bien. J'y crois moyennement. Ouais, j'y crois moyennement. Ok. Mais je vais de l'avant, je sais que je vais être maman. Dans l'intervalle, j'avais lancé les démarches aussi pour l'agrément pour l'adoption. Donc, je me laisse un peu porter. Enfin, toute l'année 2022, je crois que le premier trimestre, j'étais en plein dans le deuil, la confusion. Le deuxième trimestre, voilà, j'avais tous les examens médicaux, ça a été voilà compliqué. Pareil pour une bonne partie de l'été. Septembre, je me lance sur ce transfert et j'enchaîne la procédure avec tous les rendez-vous pour l'agrément, quoi. Donc c'est vrai que je suis très occupée et finalement mentalement peu disponible au final à vraiment réfléchir, à me poser. Je suis Mm. dans l'action. L'agrément, c'était dans cette optique d'avoir une famille avec plusieurs enfants et C'est de ça. différentes, comme toi, dont t'es issue, quoi. Oui, ça a toujours été un vrai souhait d'avoir la même chose que ce que j'ai connu moi, aussi bien des frères et sœurs adoptifs que biologiques. J'avais prévu de lancer les démarches aux 6 mois de Samuel, mais j'ai beaucoup hésité. Et finalement, 6 mois après le décès de Samuel, j'ai enclenché les démarches. Je me suis dit, ça m'arrêtera pas. C'était ce que je voulais avant, c'est ce que je voulais pour moi et Samuel, pour nous, pour notre famille. Et même s'il n'est pas là, ça n'entache pas mon désir d'être mère de cette façon. Et je lui dois ça, je nous dois ça, donc je fais le nécessaire. Donc c'est vrai que l'année 2022 passe très vite. Donc en septembre, je fais mon transfert. Cette fois-ci, je suis quand même un peu plus consciente des choses. Donc je fais de la prise de sang le jour prévu par la clinique, Comment tu vis l'attente cette fois-ci? avec impatience. Mais en même temps, elle est plus courte vu que c'est un J5. Et je crois que je fais la prise de sang, parce qu'en plus, comme il la demande assez loin, moi, je fais la prise de sang au bout de 15 jours, quoi. Donc, du coup, je fais la prise de sang 2 jours avant qu'il me la demande. Ok. Le taux est positif. Je les refais 48 heures après pour leur envoyer. Je refais 48 heures après encore. Et encore une quatrième fois 48 heures après. Parce que j'ai du mal à me dire, ça a marché, quoi. Tu reviens de loin. On t'avait toujours dit que tu allais galérer. Les 2 fois, ça a marché du premier coup. Alors certes, la première fois, c'est très mal terminé, mais j'étais dans l'optique où j'allais enclencher une série d'échecs, où c'est aussi compliqué de se dire psychologiquement d'être dans un bon mood, en fait, pas être négative, de pas culpabiliser, de donner un petit frère ou une petite sœur à Samuel aussitôt, d'avoir en tête qu'effectivement, c'est pas un remplaçant. C'est compliqué de vivre une nouvelle grossesse parce que on a comme toutes les femmes ce premier trimestre comme l'épée de Damoclès au-dessus de la tête. Et moi, le fait d'avoir perdu Samuel assez tard, c'est tant que je passe pas ce cap-là, Ouais, en fait, l'épée de Damoclès, toi, tu l'as sur toute la grossesse. voilà, c'est ça. Et là, en fait, avec ces 4 prises de sang, je me prends ça de plein fouet. J'ai du mal à me réjouir au point où j'en parle pas à ma famille, en fait.
Il savait que t'étais allée Euh, faire ton transfert quand même? alors, ma sœur savait, mais j'en avais parlé à personne d'autre. Alors, ma sœur, elle attendait impatiemment, mais elle m'a pas pressée. À un moment donné, je lui dis, je l'annonce à mes parents, qui sont hyper contents, qui me disent, ben voilà, on va faire ce qu'il faut, cette fois-ci, ça va marcher, tu arrives jusqu'au bout, avec un beau bébé à la clé, t'inquiète pas. Très optimiste, mais en même temps, voilà, inquiet aussi, mais on va suivre les protocoles à la lettre, et voilà, on te soutiendra encore plus que la dernière fois. Mais j'ai cette angoisse et je passe tout le premier trimestre à la tête dans la cuvette des toilettes. Cette fois-ci, hein, comme on dit, une grossesse. Les grossesses ne se ressemblent pas. Ouais. D'un côté, je pense que c'était un moyen pour ce bébé de se démarquer. Vraiment, je vis une grossesse, mais alors avec des désagréments, quasiment tous ceux de la grossesse, quoi. Mais ça me rassure parce que ça évolue. En même temps, je mets de la distance parce que je suis concentrée sur les rendez-vous avec l'assistante sociale et les psychologues pour la procédure d'adoption. Et en même temps, j'ai un gynécologue qui est extraordinaire et qui me fait des échos assez réguliers parce qu'il voit bien que je suis flippée malgré tout. Ben, Et c'est quelqu'un voilà que j'apprécie énormément, qui parle très peu et qui est très à l'écoute. Et on a beau lui dire ça va, ouais, il si faut ça va développer pas, il le derrière. voit. Ouais. Voilà, exactement. Et il voyait bien que j'étais pas rassurée. Il y a eu une période où c'était quasiment tous les 15 jours, quoi. C'était pas grand-chose, hein. Ça a duré 2 minutes, hein. Il me dit, voilà, on va écouter le cœur, on va voir le bébé, écouter le cœur, ça va vous rassurer, et puis voilà. Basta, quoi. Que du coup, nouveau protocole. Donc là, par contre, prise en charge, maternité niveau 3 au CHU. Je me dis, ok, je quitte le privé avec une équipe médicale qui a été au top au moment le plus compliqué de ma vie, mais bon, voilà, qui a été présente et qui a fait le job. Tu te Et serais vue accoucher au même endroit où t'as accouché de Samuel? bah, finalement, le fait d'avoir une équipe médicale au top me disait que c'était l'endroit importait peu tant que je retrouvais les médecins, la sage-femme, enfin les sages-femmes, les infirmières, les auxiliaires de père. Enfin, ça ne me dérangeait pas. Et finalement, mon gynéco me dit, bah, de toute façon, on a vu le protocole, c'est maternité niveau 3. Et psychologiquement, il dit, mine de rien, même si vous vous sentez de repartir dans cette clinique, ça vous fera du bien de changer d'endroit. Parce que je voulais un peu conjurer le truc de me dire, bah, c'est l'endroit où il est décédé, Samuel est décédé, mais en même temps, bah, peut-être que voilà, c'est l'endroit aussi où j'aimerais donner la vie. Et finalement, la question s'est pas posée parce que je devais être prise en charge au CHU. Un service des grossesses, comme ils disent, à très haut risque, hein, qui s'appelle le SIG, suivi intensif de la grossesse. Une fois que je passe l'échographie du premier trimestre, que tout est validé, je suis orientée vers le CHU. Je suis hyper suivie. J'ai repris du poids pendant ma convalescence parce que bah, psychologiquement c'était compliqué et que physiquement je pouvais pas reprendre le sport. Donc là, je fais hyper attention dans la grossesse de pas prendre. Et finalement, j'arrive au test du diabète, 24e semaine. On m'avait fait faire le test avant. J'avais une prise de sang avant qui montrait que c'était OK. Mon endocrino m'a dit, bon, on va vous lâcher la grappe et puis on attendra le fameux test de glucose du 6e mois. Je m'attends plus ou moins à voir la même chose que la première fois, sauf que bah là, gros coup de massue. Les taux sont vraiment dégueulasses. Alors là, je me dis, oh misère. Je suis arrivée au test depuis le début de la grossesse, j'avais pris 1,8 kg. Donc autant dire que j'avais fait des efforts de dingue. Et là, il va falloir encore être un peu plus restrictif. Donc bah du coup, je suis convoquée aussi. Donc là, pareil, diabéto, endocrino, parce que je ne peux pas être suivie en extérieur. Hein, ils font tout le suivi au sein du CHU. Et donc là, bah, elle me dit, on va vous mettre sous insuline, que vous n'avez pas pris beaucoup de poids, vous faites déjà pas mal d'efforts. Donc enfin, et puis vu les taux, c'est juste pas possible. Enfin, avec un régime, c'est pas avec un régime que vous allez y arriver. Donc, je suis au CHU quasiment toutes les semaines. Il a été convenu, donc on m'arrête au dernier trimestre, donc fin mars. Et quand on me découvre le diabète et que je dois prendre de l'insuline, là, je dis à mon gynéco de ville, je veux arrêter de travailler. Je veux arrêter parce que là, ça devient trop. Psychologiquement, c'est compliqué. Je vois bien que voilà, c'est compliqué. Je me sens pas disponible alors que un mois avant, j'ai obtenu mon agrément pour l'adoption, donc je devrais être libérée de ça. Enfin, je devrais fêter ça, et j'y arrive pas. Je me projette pas. Je me tiens très à distance de ce bébé qui pourtant, voilà, bouge beaucoup. Et la grossesse physiquement est compliquée, quoi. J'ai toujours des nausées, des vomissements quasiment jusqu'au début du 5e mois, des douleurs ligamentaires. Enfin, il y a rien qui va, quoi. Donc, il me dit, ok, je vous arrête. Donc, je crois 15 jours avant la date. Et comme il me connaît assez bien, il me dit, ce serait bien que vous alliez voir une psychologue, quoi.
Chose que tu n'avais pas fait jusqu'à présent. Alors, en fait, ce qui s'était passé, c'est qu'à la clinique, j'avais vu la psy de la clinique. Comme c'était avec la clinique, elle était à ma disposition. Donc, je suis allée la revoir fin janvier. On a eu un entretien. Voilà, je ne ressentais pas le besoin d'être suivie. Et moi, je suis quelqu'un qui écrit beaucoup. Donc, du coup, c'est vrai que j'extériorise et c'était vraiment le plus important. Et puis voilà, et puis le fait que je prie beaucoup, ma foi m'a aidée. Dans le cadre de la procédure d'agrément, j'ai cheminé aussi. Mais sauf que là, voilà, je me sens en difficulté. Et mon gynéco de ville le voit et me dit ce serait bien de retourner la voir parce que voilà, je sens qu'il y a un blocage et que on va arriver dans le dur, on va progressivement aller vers les 32 semaines et ça va pas s'arranger, quoi. Et du C'était vraiment un coup, cap pour toi, du coup, ces 32 semaines? ben, en fait, le cap des 32, je l'avais vraiment en tête. Les médecins, dans la commission, dans le protocole qu'elle avait établi, il y avait le cap des 32 semaines. Il y avait un cap à 35 et un autre à 37. En sachant que pour eux, je devais être déclenchée à 37 semaines. Donc, j'ai toujours eu en optique 37 semaines, mais avec le cap des 32 quand même à passer. Et donc, du coup, voilà, je retourne voir la psy, on échange, on se voit, au total, on se voit que 3 fois, 3 séances. Mais c'est 3 séances qui me font du bien, qui me permettent un peu d'extérioriser, de dire, voilà, le pourquoi de ce blocage, de rentrer aussi un peu plus en connexion avec mon bébé, parce que je le tenais à distance, alors que lui, misère, qu'est-ce il prend de la place. J'ai un ventre qui est énorme alors que j'avais pas pris de poids. Il donne des coups, enfin, oui, il me fait bien sentir qu'il est présent. C'est pas du tout la même grossesse que celle de Samuel. Enfin, voilà, il fait bien sentir qu'il est différent, quoi. Et j'ai cette culpabilité un peu de me dire, bah voilà, tu vis pas les mêmes choses, t'es pas en totale connexion. Je veux pas qu'il se sente pas désiré parce que c'est pas vrai. Enfin voilà, parcours PMA, enfin la totale. Donc il n'y a pas plus désiré que nos enfants. Donc j'ai besoin de ça. Donc finalement en 3 séances espacées de 15 jours ou 3 semaines, j'arrive à débloquer les choses. Et puis l'arrêt de travail me permet d'être plus disponible mentalement. Pendant très longtemps, je ne veux pas connaître le sexe. Je me rappelle avoir lancé une bouteille à la mer sur le groupe parce que voilà, je me dis mais si c'est un garçon, oh la misère, j'ai l'impression de revivre la même chose que la grossesse de Samuel. Si c'est une fille, bah ce sera différent, mais en même temps, je me projetais pas du tout avec une fille. J'ai des prénoms pour une fille, mais j'ai toujours pas de prénom pour un garçon. Enfin bref. Et en même temps, le sexe, je pense que c'est la seule chose que tu pourrais plus ou moins contrôler donc de toute cette grossesse. Donc ne pas savoir jusqu'au bout, ça fait pas partie de mon tempérament, quoi. Déjà, je lâche prise sur beaucoup de choses. Là, c'est juste pas possible, quoi. Je chemine et finalement, en discutant avec quasiment tous les professionnels autour de moi, qui me rassurent et qui me disent oui, enfin voilà, vous avez besoin de connaître le sexe pour avancer et vous projeter. Je finis par savoir un peu plus tardivement que pas normal, hein. Et là, donc, c'est un garçon que j'attends. Alors, gros choc quand je l'ai su. J'ai eu un temps d'arrêt et heureusement, l'équipe médicale m'a rassurée en me disant non, mais ça va rien changer. On suit le protocole à la lettre. Voilà, vous êtes arrêté, on vous surveille, la sage-femme vient à domicile. Vous passez à 2 fois par semaine. Vous avez donc une fois par semaine, je vais au CHU, enfin, plus une autre fois, mon gynéco jusqu'à la fin du 7e mois m'a suivi. Donc voilà, j'ai des rendez-vous. Ouais, aujourd'hui, j'en ai entre 4 et 6 rendez-vous médicaux par semaine, quoi. Mais en même temps, j'ai toujours ce côté de me dire, ouais, mais bon, pour Samuel, j'avais vu la sage-femme la veille et ça n'a pas empêché d'eux. Et de côté, j'ai tous ces rendez-vous médicaux qui à chaque fois me rassurent, puisque c'est des rendez-vous médicaux à part la kiné, c'est voilà, monitoring ou échographie, enfin, la totale, quoi, hein. Au moment où Ouais, on enregistre, là, t'es à combien de semaines? 36. Alors, j'avais la barre des 37 et il y a 3 semaines, mon obstétricienne me dit bébé va bien. Par rapport aux alertes cardiaques, moi j'aimerais quand même le pousser jusqu'à 39 semaines. Donc bon, là je ressors du rendez-vous, je suis sonnée en fait. Tout de suite dans la foulée, j'appelle mon gynéco de ville. Pourquoi elle veut me rajouter 2 semaines de plus? Enfin, psychologiquement, je ne tiendrai pas. Psychologiquement, je ne tiendrai pas. On a passé le cap des 32, autant dire que je l'ai passé cette semaine en apnée. Et donc là, elle me rajoute 15 jours. Donc ils essaient de me rassurer en disant oui, les poumons seront plus matures. Même si à 37, on sort de la prématurité. Mais en tout cas, c'est sûr qu'on va pas jusqu'à 41. Ça, c'est d'autant qu'on a commencé à arrêter les anticoagulants. On va les arrêter. Enfin, voilà, on va les arrêter à telle date. Et puis, en fonction du poids du bébé, elle dit 39, mais de toute façon, il y a encore d'autres échographies à suivre, confirmer si on va jusqu'à 39 ou pas.
Bon, j'essaie d'être rassurée. Du coup, je vois la psychologue sur cette dernière séance. Elle me dit, voilà, si psychologiquement vous le sentez pas, faut le dire. Je fais, bon, bah, je croise les doigts pour l'instant. Je me fais doucement à l'idée de 39 semaines, même si j'ai l'impression d'avoir encore cette épée de Damoclès au-dessus de la tête, quoi. Mais comme je l'ai dit, je pense que tant que j'aurai pas dans mes bras mon bébé vivant et en bonne santé, je serai toujours sur mes gardes, quoi. Rien n'est acquis. Comment t'appréhendes l'accouchement du coup? Bah, figure-toi que j'appréhende rien du tout. Ouais. J'ai beau me préparer, j'ai fait les séances de préparation, là, je suis en train de les faire. Et la gynéco m'a demandé un projet de naissance, m'a dit que c'était important, mais en fait, je visualise pas. Je me projette pas du tout parce que, ouais, la psy dit, c'est pas un blocage, mais c'est plus une protection. La sage-femme le prend pas mal non plus. Elle me dit, mine de rien, voilà, quand on fait les préparations et qu'elle vient à la maison, elle me dit, vous enregistrez les choses, mais je peux comprendre que vous vous projetiez pas du tout sur l'accouchement. Alors, j'ai déjà vu l'anesthésiste et les médecins sont partants pour un accouchement en voix basse, mais en sachant que, voilà, ils m'ont dit, on va vous déclencher, mais on laissera pas le travail 1000 ans parce que vu qu'il y a quand même ce risque hémorragique qui pèse un peu là, on pourra prendre la décision d'aller en césarienne plus rapidement que la normale. Donc, avoir en tête. Et puis, bon, là, du coup, j'ai vraiment discuté avec l'obstétricienne parce que moi, je lui ai dit, mais non, mais la césarienne, enfin, c'est tout ce que je veux pas. Et en même temps, tous, ils m'ont dit, hein, ce que j'ai vécu avec Samuel, c'était pas une césarienne, quoi. Hein. Enfin, ce qui est arrivé, vous avez une vraie intervention chirurgicale, une anesthésie générale, alors que une césarienne, s'il n'y a pas de contre-indication, vous êtes éveillé, et ce sera autre chose, quoi. Je me fais à l'idée, mais c'est vrai que je me projette pas du tout. Et là, on est censé être à 3 semaines. Ouais. La valise est pas prête. J'ai à peine ouais, de préparer la chambre du bébé, les affaires, parce que du coup, ma mère est venue s'installer chez moi. J'ai mis du temps, hein. Pourtant, je suis en arrêt depuis un moment, mais ma mère est venue m'aider et quand elle dit bah t'as rien fait, il va pas arriver tout nu, hein, même s'il arrive à la belle saison, il va pas rester tout nu. Donc du coup voilà, ma famille est venue m'aider à monter tous les meubles, Du coup, t'as sachant que voilà. récupéré tous les meubles que t'avais achetés Ouais, voilà, de pour Samuel. Samuel, Ouais. effectivement, ça m'a fait un petit pincement, mais en même temps, ça m'a aidé aussi parce que comme ils étaient arrivés la veille, ils étaient en carton. Je les ai pas vus du tout. En Ouais. fait, ma famille les avait descendus à la cave. Et quand ma sœur et mon beau-frère ont décidé de m'aider en me disant, ben voilà, ça va t'aider un peu à te projeter. Ils sont venus un week-end, ils ont été à la cave, ils ont tout remonté, ils ont monté les meubles. Enfin, voilà, ça a été fait et ça m'a aidé aussi parce que finalement, je n'avais pas vu la chambre de Samuel dans cette configuration. Donc voilà, ça m'aide à me dire que pour ce bébé, ce petit garçon là, pour le coup, voilà, c'est pas la chambre de Samuel, voilà, ce sera une chambre d'enfant, une chambre de bébé, donc voilà. Du coup, ça m'aide, mais c'est vrai que j'ai encore ce blocage. Je visualise pas en fait. Je visualise pas l'accouchement, je visualise pas la rencontre, je visualise pas l'après parce que je suis encore marquée par ce qui s'est passé la dernière fois. On m'amène un bébé mort-né dans les bras. Mm. Et ça reste une crainte que j'ai. Oui, j'allais dire, Et t'as quand même encore peur que ça arrive. ah oui, les médecins ont beau faire tout ce qu'il faut. J'ai fait enfin tout bien, mais comme la première fois en fait. C'est ça le plus dur. Il y aurait eu une raison. La première fois, je pense que on écarte cette raison, on la traite, on a une solution, on passe autre, c'est bon. Sauf que là, il y en a pas. Que on m'a dit et répété par plusieurs médecins qu'il y avait rien à faire et que de toute façon, il n'y a eu aucun signe. C'est ce qu'il y a de pire, mais dans la vie de manière générale, l'incertitude. Même si là, tu vois, j'ai passé le cap, là, je suis à 36 semaines, je me dis quand même, j'ai cette lueur d'espoir qui me dit non, mais c'est bon. La ligne d'arrivée, elle est devant toi, il n'y a pas de raison. Et puis peut-être aussi, on a décidé de t'emmener à 39, mais peut-être que lui, il voudra te rassurer et qu'il sortira Voilà, avant. c'est ça, exactement. C'est aussi ce que la sage-femme me dit. Mais peut-être qu'il voilà, il en fracasse sa tête. Et c'est aussi le travers des groupes de deuil périnatal. Ouais, j'allais te demander tes ressources. À toi, tu parlais Alors, de la foi. Qu'est-ce qui t'a aidé ouais, sinon? moi, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est d'être vraiment soutenue, aussi bien par ma famille, mes amis, mes collègues de boulot, par les filles, les mamans solo, enfin de l'asso du groupe. Il y en a énormément qui sont venues vers moi
par message, prendre des nouvelles, savoir comment j'allais. C'est ce que j'écrivais, c'est une vraie communauté, une vraie sororité. J'ai pu échanger avec certaines, me livrer. Mais il y a aussi, voilà, parce que quand ça arrive, on a besoin de se retrouver avec des gens qui ont vécu la même chose. Mm. Et on s'inscrit dans des groupes de parole qui parlent du deuil périnatal parce que au final, je pense que, ouais, comme je disais, il y a que des personnes confrontées à ça qui peuvent vraiment comprendre. C'est douloureux, mais en même temps, c'est réconfortant de ne pas se sentir seul à vivre ça. Donc, tant qu'on est dans ce travail de deuil, qui se poursuit, hein, ça s'arrête jamais, comme on dit, on apprend à vivre avec, mais tant qu'on est dans le dur, c'est une aide qui est précieuse, aussi bien échanger soi que lire des témoignages. Mais quand on vit la grossesse arc-en-ciel, la grossesse d'après, et ben en fait tout nous revient au boomerang, quoi. Parce que on a vu des personnes à qui c'est arrivé à terme. Et c'est là où on se dit en fait une grossesse finalement c'est pas un long fleuve tranquille, quoi. C'est pas toujours merveilleux, ça se termine pas toujours bien. Ce qui est dommage, c'est qu'on n'en parle pas. C'est quand même très tabou, le deuil périnatal, parce que c'est pas dans l'ordre des choses. Mais on voit des histoires horribles. Et ouais, jusqu'au bout. C'est vrai que quand ça arrive tôt sur des fausses couches, ça rassemble plus de monde, même si on en parle moins. Mais c'est vrai que quand ça arrive tard, c'est compliqué, ça rassemble encore moins de monde et on n'ose pas en parler. C'est compliqué. Bah, je pense que ça fait forcément peur, en fait. Oui, Le premier exactement. trimestre, tu dis c'est normal. Enfin, je veux dire, les statistiques sont là, ça arrive Mm, régulièrement. Tu peux avoir tendance à te dire que si jamais tu parles un peu trop des grossesses qui se terminent sur la fin, en fait, tu vas faire flipper tout le monde. c'est ça. Mais sauf que c'est important de savoir que ça existe. Ça veut pas dire qu'il faut vivre avec la peur pendant toute cette grossesse que ça arrive. Mais oui, ça arrive. Oui, ça arrive et il faut en parler parce que les personnes à qui ça arrive, elles ont besoin qu'on en parle en fait. Donc, Exactement. C'est ce que j'ai trouvé moi auprès de ces groupes, des autres mamans solo, de ma famille. C'est que Samuel existe. mm, C'est hyper important. Voilà, je suis maman, mais je suis maman. Il a fait de moi une mère, mm, même s'il n'est pas présent à mes côtés tous les jours, en tout cas physiquement. C'est grâce à lui que je suis devenue maman. Et c'est important de ne pas l'oublier, en fait, de ne pas mm. occulter le fait que même si je l'ai perdu alors que j'étais enceinte et que tout le monde ne l'a pas vu, ouais, comme je disais, pour les mamans solo, j'ai eu énormément de soutien quand j'ai annoncé son décès. J'avais fait un message aussi pendant ma convalescence parce qu'on me demandait aussi des nouvelles. C'est important de le faire vivre. Alors, pas forcément qu'il prenne toute la place, hein, parce que je pense à ce deuxième garçon qui arrive, mais c'est important pour nous, parents endeuillés, de savoir que nos enfants existent, en fait. Et qu'il y ait une Et trace d'eux. voilà, exactement. La grossesse arc-en-ciel est compliquée parce que nous, on a perdu toute notre insouciance, en fait. On a vraiment perdu cette insouciance on est flippé par le premier trimestre parce que, comme toutes les bonnes femmes, on a peur de la fausse couche. Au deuxième trimestre, on a les premiers mouvements. Moi, j'avais un peu cette ambivalence de me dire, d'un côté, j'ai hâte de le sentir bouger parce que c'est une preuve de vie. Mais en même temps, vu comment ça s'est passé avec Samuel, je me dis, mais s'il s'arrête, je vais carrément flipper. Enfin, Mm. mais en même temps, un bébé, ça ne bouge pas tout le temps. Non. Comment je vais vivre les périodes où il s'arrête, où il a besoin de repos, parce que je ne vais pas le chahuter, ce bébé non plus, tout le temps, hein. Voilà, c'était vraiment une crainte aussi de me dire, mais comment je vais faire? À un moment, il va se mettre à bouger, et des moments, il va, voilà, les temps off, mais je vais me replonger dans ce que j'ai vécu avec Samuel. Enfin, c'était compliqué. Bon, alors, en l'occurrence, j'ai un bébé qui quasiment s'arrête pas souvent, mais qui par moment peut être un peu plus discret, voilà, mais voilà, qui est très, très, très actif. Et puis là, le fait d'avoir une surveillance médicale fait que les temps où il est calme, souvent j'ai un monito par exemple, donc j'ai les battements du cœur. Enfin, c'est Mm. ce genre de choses. Tu D'ailleurs, pour t'étais la petite posé la anecdote, question d'acheter, tu sais, t'as des ouais, monitos, un c'est Doppler ça que t'allais fœtal dire? justement. Ce que je dis, ouais, la Ouais. petite anecdote, au départ, je me suis dit, je vais acheter un Doppler fœtal. J'en ai parlé à mon gynécologue qui m'a dit, ah non, mais surtout pas. Qui m'a dit, non, 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 parce que là, ça va vous rendre parano. Très mauvaise idée. Et je lui fais confiance. Et effectivement, c'est pas plus mal, mais c'est vrai que, ouais, sur la grossesse arc-en-ciel, on perd cette insouciance. Ouais, surtout, ouais, avec une incertitude. Là, ma belle-sœur est de nouveau enceinte. Donc, sans se concerter, on a un mois d'intervalle. C'est vrai qu'elle, elle a pris connaissance
enfin, voilà, du diagnostic à l'échographie du 5e mois. Donc, ça a été compliqué, mais voilà. Donc là, elle a passé son 5e mois et ça y est, elle a retrouvé cette insouciance, quoi. Parce qu'elle avait subi une interruption médicale de grossesse, donc le problème est écarté. Sauf que moi, je me dis, c'est pas écarté. Et... ouais, c'est une épée de Damoclès au-dessus de la tête, mais en même temps, ce que je disais aussi avec certaines, c'est cette ambivalence. Tout le long de la grossesse, je pense que c'est une ambivalence, ce sentiment ouais, de se réjouir et en même temps pas trop, de se projeter avec ce nouveau bébé, mais sans oublier Samuel, de faire de la place. Je pense que ça, comme tout parent d'un deuxième enfant, c'est voilà, c'est faire la place pour accueillir ce nouveau bébé. C'est essayer aussi d'accueillir pleinement cet enfant sans qu'il ait l'ombre de son grand frère au-dessus de sa tête. C'est hyper important. Parce qu'au final, on peut se dire que Samuel, ben voilà, il n'a pas vécu, donc il restera l'enfant parfait toute sa vie, sauf que bah, peut-être pas, hein. Il n'aurait peut-être pas été, j'aurais peut-être été un petit monstre. Voilà. Ouais, cette ambivalence, c'est trouver le bon équilibre. Et c'est encore, ouais, c'est encore un autre chapitre, quoi. C'est encore un autre chapitre. Est-ce que ça te va de t'arrêter là-dessus? Oui, très bien. Ça fait beaucoup. C'était Ouais. intense. Bah, merci d'avoir raconté tout ça. Je pense que, comme tu l'as dit là sur la fin, ça fait enfin, il faut en parler en fait. À la fois pour sensibiliser les personnes qui n'y sont pas confrontées et à la fois pour que les personnes qui vivent la même chose, elles aient d'autres témoignages auxquels s'identifier. C'est très important, je pense. Oui, le deuil périnatal, c'est vraiment comme tu dis, il faut en parler parce que c'est encore trop tabou. Et je pense que c'est important aussi pour en parler dans les parcours solo parce que il y a aussi une ambivalence de ce côté-là, hein. Moi, pour avoir lu des témoignages de couples qui vivent ça, c'est pas évident non plus de le vivre en couple parce qu'on n'est pas toujours synchro dans nos émotions avec l'autre. Mais en même temps, c'est une difficulté de vivre ça seul. Moi, c'est vrai que j'ai ressenti une solitude. Je m'étais jamais sentie seule, célibataire, sans enfant. Je ne me suis jamais sentie seule. Certaines vont éprouver de la solitude, vont absolument avoir besoin de contact, mais moi, c'est quelque chose qui m'est jamais arrivé. Et quand j'ai attendu Samuel, à la fois j'étais contente, à la fois j'étais un peu flippée parce que j'ai besoin aussi parfois de ces moments de solitude, de me retrouver seule. Mais quand j'ai perdu Samuel, et ben c'est pour la première fois que je me suis sentie seule de toute ma vie. Et c'est là où parfois j'ai eu des moments de me dire, est-ce que je me serais peut-être sentie moins seule si j'avais été en couple pour partager cette peine. Et en même temps, quand je lis et que j'écoute certains témoignages, bah, c'est pas évident. Il faut être synchro dans les émotions avec l'autre, ou parfois la peine est tellement immense qu'on n'est clairement pas réceptif à ce que l'autre peut ressentir parce qu'on est tellement envahi par notre chagrin que on n'a pas le temps de se rendre disponible pour l'autre. C'est encore une autre facette de vivre en solo. Pour moi, c'est pas forcément une difficulté supplémentaire, mais c'est encore autre chose de vivre un deuil périnatal en solo. Mais du coup, voilà, ce que je dirais, c'est il faut en parler pour que ce soit moins tabou. Et puis, pour les mamans solo, effectivement, ne pas hésiter à communiquer parce qu'on est une communauté, une sororité bienveillante. Enfin, il n'y a pas à dire. Donc, faut pas hésiter. Ouais, sur ce sujet-là comme sur d'autres, mais c'est vrai que oui. C'est une très belle communauté sur laquelle s'appuyer. Exactement. On a cette chance d'avoir un espace safe et d'avoir des ressources, des personnes ressources incroyables sur lesquelles on peut s'appuyer, quoi. Donc, ne pas hésiter. Eh ben, merci beaucoup. Merci à toi. Je pense bien à toi dans cette dernière ligne droite. Quand l'épisode sortira, je suis sûre que tu auras ton bébé dans les bras. J'espère. Je croise les doigts. Et en tout cas, on croise les doigts et merci beaucoup. Merci à toi, Marion, hein, pour tout ce que tu fais. Pas évident au niveau du rythme, mais c'est hyper important et je te remercie de m'avoir laissé cet espace pour parler de mon parcours et de mon petit Samuel, ma petite étoile. Merci. Eh ben, merci. À bientôt. Et voilà, je vous remercie d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aller le soutenir en allant liker, commenter, partager sur les réseaux sociaux et surtout, allez mettre un maximum d'étoiles sur les différentes plateformes d'écoute où c'est possible, notamment sur Apple Podcasts et Spotify.
Si vous avez des remarques, des suggestions de témoignages ou que vous-même souhaitez venir raconter votre histoire autour de la soloparentalité, vous pouvez me contacter via le compte Instagram du podcast. Merci encore et à très vite!